Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet entretien avec Michel Maltais dans le cadre du Salon du Livre 2022. Patrick Voyer avec vous, 19h45, ce 25 février 2022. C'est un honneur pour moi de revenir au Salon du Livre après quelques années d'absence à l'animation. Et je remercie le Salon du Livre de me faire ce beau cadeau. Moi, le fan de musique finie, le fan de... Écoutez, j'ai 40 ans cette année. Je suis pas supposé être un maniaque de rock progressif comme Monsieur Maltais, mais pourtant j'en suis un. J'ai découvert cette musique-là qui me fait vibrer pendant des années, qui m'a amené plus tard à la musique métal, dont je suis un maniaque maintenant. Mais c'est grâce au rock progressif que j'ai vraiment connu cette musique-là, cette passion-là pour la musique. Mais vous allez voir que le livre de Monsieur Maltais, Cosmos, c'est plus qu'une histoire de musique, c'est une histoire d'amitié. C'est, même si M. Maltais veut pas l'avouer, qui dit qu'il n'est pas un historien du Québec, Cosmos, c'est surtout, et c'est ce que j'ai aimé le plus dans ce livre-là, c'est cette histoire du Québec, cette histoire d'adolescence et de jeune adulte que nous raconte M. Maltais. Comment ça va, Michel, ce soir? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis content de vous rencontrer et je vous remercie le salon aussi pour l'invitation. C'est sympathique. Félicitations pour ce beau livre-là. Je sais que vous ne vous considérez pas comme un auteur parce que vous êtes avant tout un artiste visuel de renom qui nous a fait honneur ici et à l'extérieur du Québec et du pays. Comment est-ce que vous avez entrepris ce voyage d'auteur écrit pour faire naître Cosmos? Ben pour le ressusciter un peu, disons. C'était ça un peu l'objectif. Premièrement, j'ai pris ma retraite de l'enseignement à l'âge de 67 ans, il y a 4 ans, et j'ai eu un peu de temps libre. Et voilà, voilà. Et là, j'avais quand même des idées qui me trottaient un petit peu en arrière de la tête. Puis d'une chose à l'autre, d'une rencontre à l'autre, avec des anciens de notre groupe, on constatait qu'il y avait peut-être un petit vide au niveau de l'histoire de la musique au Québec, un petit morceau d'histoire de la musique des années 70 à 75. Et on savait que nous, qu'est-ce qu'on avait fait. Et disons qu'il y a eu 2-3 déclencheurs, entre autres le groupe Eclipse, que vous connaissez peut-être, qui est un groupe montréalais qui fait un hommage à Pink Floyd. En 2011, c'était à Québec pour le 40e de Pink Floyd. Il m'avait invité pour me remettre une plaque. Et sur la plaque, c'était écrit « Merci Michel Maltais ». Et ça m'a fait plaisir, c'était très gentil, mais en même temps, ça m'a donné un petit coup au cœur parce que j'ai dit « Ouais, mais c'était Cosmos ». Et là, je me suis rendu compte, ouais, voilà. Et là, je me suis rendu compte que finalement, Cosmos avait été oublié. C'était une compagnie oubliée de notre histoire musicale, entre autres. Et à partir de là, ça m'a trotté un petit peu dans la tête. Puis il est arrivé 2-3 autres événements, dont la retraite et le temps. Et là, à un moment donné, en parlant avec Alain, avec Michel, d'autres, des anciens, j'ai dit, OK, bon, je vais écrire notre histoire et je vais la commencer. On va essayer de se rappeler comment on a fait ça. Ouais. Parce que vous savez qu'écrire un livre, là, c'est faire un casse-tête. Vous avez plusieurs morceaux devant vous et vous savez que vous partez du point A pour vous rendre au point B qui est l'image complète, mais vous avez tellement de petites pièces de casse-tête à mettre ensemble. Voilà. Comment est-ce que vous avez réussi justement à mettre ces pièces-là qui étaient dans différentes boîtes, différents classeurs partout? Ouais. C'est incroyable. C'est 270 pages de souvenirs, de faits, de photos et tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce casse-tête-là? C'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de graphisme, du dessin, de la peinture, des choses comme ça. Et finalement, ça ressemble, tous les processus de création, en tout cas, souvent, se ressemblent un petit peu. Et oui, on a un paquet d'éléments qu'on ramasse, qui nous sont des fois donnés, prêtés, etc.
et des souvenirs, des morceaux de souvenirs. Et puis, on ne sait pas. Honnêtement, moi, j'avais un paquet de trucs, puis je regardais tout ça, puis je me disais, wow. Euh, Parce que si on prend la peine d'écrire quelque chose, il faut qu'on sache que les gens qui vont le lire, il faut leur apprendre quelque chose qu'ils connaissent pas, puis il faut que ça soit honnête, crédible et le plus complet et que le factuel soit très juste aussi. C'est important à mon sens quand on recule dans le temps. Et là, ben, disons qu'il a fallu faire souvent des validations, une fois, deux fois, trois fois. Ah, écoute, ça, est-ce que c'est vraiment arrivé, là, cette histoire-là? Parce que, disons qu'on était un petit peu une compagnie un peu très marginale. Euh, une gang de hippies qui vivaient ensemble en parfaite amitié, en harmonie, puis qui tout d'un coup se sont trouvés une passion pour certains groupes de musique, une certaine musique, et puis qui ont mis à peu près toutes leurs énergies dans faire venir ces groupes-là qui étaient appréciés par des amateurs de musique un peu partout au Québec, mais qui ne faisaient pas partie de l'agenda des grandes maisons de production, disons. Alors, Voilà. Le livre, disons, moi, ramasser tout ça, ça a été fait. Puis, je vous dire, comment partir un livre, je ne savais pas. Je pense que je ne sais pas encore plus. Mais à un moment donné, j'ai senti que la seule façon d'écrire ça pour que ça soit intéressant, peut-être pour pas seulement notre vieille gang de vieux amoureux du rock progressif un peu gaga des années 70, mais pour que ça parle à des plus jeunes, ben, c'était de raconter aussi notre histoire. Puis, comme je l'avais vécu autant que les autres, j'ai dit, bon, OK, je vais raconter mon histoire à travers Cosmos, parce que c'est un petit peu ça le livre. Comment moi j'ai vécu ça, un peu comment les autres aussi l'ont vécu, mais c'est sûr que si Jean, Alain ou Yves ou Michel ou un autre avait écrit le livre, ben, il aurait amené une texture différente et probablement mais j'ai ramassé beaucoup de souvenirs des anciens aussi pour qu'il soit présent parce que c'était ça. Ouais. Ben, vous venez de le dire, là. Vous avez écrit ça comme vous le pensiez, ça reflète votre personnalité, ça reflète votre sensibilité, comment vous avez vécu ça, vos souvenirs aussi. Mais si je peux vous donner mon avis, moi qui ai 40 ans, qui est d'une autre génération, euh, les incartades musicales que vous décrivez, les spectacles et tout ça, pour moi, qui pensais quel serait le point central de ma jouissance en lisant le livre, eh bien, c'était des parenthèses, parce que la vraie jouissance, ça a été toutes les à côté, ce qui nous amenait au spectacle, tous vos questionnements de jeunes, tous Ouais. tous vos moments que vous avez passés ensemble dans ces fameuses communes que je n'ai pas connues, que mes parents ont connues, Ouais, mais que je peut-être, n'ai ouais. pas connues, que vous avez connues. Donc, Ouais. les incartades musicales, pour moi, c'était des petits divertissements à côté de tout ce que vous racontiez à côté, de toute l'histoire du Québec, de toutes ces espèces de mises en contexte que vous nous offrez, ces souvenirs-là du Québec, vos souvenirs personnels, bien sûr, mais les souvenirs communs, les souvenirs sociaux du Québec, pour moi, c'est ça, le beau Ouais. trésor de ce livre-là. C'est un beau Ouais. cadeau que vous nous faites. Un beau cadeau Ben, je vous, historique. je vous remercie parce que c'est sûr que je vous cacherai pas que pour moi, c'était très, très important de refléter ça, de pas seulement faire une série de descriptions de spectacles avec voilà, il est arrivé ci, ça. Je voulais que les gens sentent comment nous, on a vécu ça et comment on a réussi à se débrouiller des fois avec peu de moyens. Puis aussi, quelle était la situation de la musique au Québec dans ces années-là. Je pense que c'est important aussi parce que on avait beaucoup d'informations sur des choses qui se sont passées, qui étaient communiquées à la radio, à la télévision, etc. beaucoup. Les spectacles de Cosmos,
Et la musique qu'on amenait, c'était pas une musique qui passait à la télévision. Nos artistes n'étaient pas invités dans des talk-shows et tout ça, là. Tu sais, c'était très marginal. Donc, c'était bon, c'est sûr qu'à la fin, mettons, Pink Floyd est devenu énorme, Genesis aussi, puis tout ça. Mais au début, quand on a fait venir ces groupes-là, écoute, c'était c'était un peu des petits culs comme nous autres. Ils commençaient leur carrière et puis souvent même il y avait le Québec et les villes du Québec leur donnaient souvent le plus bel accueil qu'ils pouvaient avoir en Amérique du Nord. C'était quand même pour nous, c'était un grand privilège, c'était un grand bonheur de faire connaître un peu ces musiciens-là, mais surtout de diffuser un petit peu cette musique-là qu'on considérait, qu'on aimait énormément, puis qu'on considérait comme un peu négligée par les radios, puis par le, l'emballage commercial du rock, disons. Ouais. Michel, vous savez que le Québec est un terreau fertile pour les artistes de tout acabit, la musique surtout et tout ça. Et ça a toujours été un public extraordinaire pour les musiques émergentes, les musiques plus underground, les musiques un petit peu plus lourdes, un petit peu plus recherchées. Dans votre livre, on ressent ça aussi. Dès les années 70, le public de Québec, de Montréal, de Sherbrooke où vous êtes allé, de Rimouski même où vous êtes allé, est féru de cette musique-là. Qu'est-ce qui explique cet amour de cette musique un petit peu plus underground au Québec, selon vous? Selon moi, je suis quand même pas un spécialiste en musique, tout ça, là, je le prétends pas, en tout cas. Mais le rock progressif, c'est une musique qui touchait beaucoup à une sensibilité latine. Parce que, mettons, Genesis, Gentle Giant, Pink Floyd, c'était assez, même, je dirais, très populaire en France, en Italie, en Europe, un peu partout. Et surtout, même beaucoup dans les pays latins, puis, il y en a qui ont relié ça à l'utilisation des grandes séquences qui pouvaient ressembler un petit peu des fois à des morceaux d'opéra ou des morceaux de pièces plus classiques, tout ça. Il y a peut-être ça. Puis, je sais pas, ici au Québec, il y avait peut-être notre particularité de vouloir se démarquer un peu des goûts du marché canadien-anglais, qui était plus orienté vers un rock, qui était plus country, qui était plus folk ou américain, etc. Tandis que ça, ça amenait une musique aussi qui était peu diffusée à la radio, sauf des fois à 2 heures de la nuit, puis tout ça, mais c'est sûr que des pièces de 15 minutes, ça jouait pas prime time à 5 heures l'après-midi, là. Fait que c'était une musique un peu de niche, mais il est sorti de ça des artistes extraordinaires et des groupes qui ont eu des carrières importantes. Ouais. Des groupes hors du commun qui ont joué pour beaucoup. Leur premier gros spectacle, vous l'avez dit tantôt, en Amérique du Nord, au Québec, dans le meilleur des cas. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux aussi parce qu'ils s'en souviennent. Ils s'en sont souvenus 40 ans plus tard en vous reconnaissant. On dit souvent que les Québécois, on est à part des autres. Hein? On a une tête de cochon, puis on a un caractère, puis dans votre livre, on sent ça aussi. On sent cette envie pas de faire mieux que les autres, mais d'être différent des autres. Et ça, on le sent au sein de votre groupe d'amis avec qui vous avez fondé Cosmos. Et vous vous en cachez pas dans le livre. Vous dites, regarde, on va faire des choses que les autres n'ont jamais fait. Ouais. Est-ce que vous avez encore ce réflexe-là aujourd'hui? Est-ce que ça fait encore partie de vous, ça? Je pense que oui. Sûrement, parce que, disons que mes petits-enfants étaient bien surpris de savoir que grand-père écrivait un livre. Regardez, on dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est sûr que, écoute, dans le groupe de Cosmos, là, le gang qui était
qui a œuvré le plus longtemps dans Cosmos. C'était un groupe extraordinaire. C'était vraiment des gens qui avaient des caractères très forts, qui étaient aussi très créatifs, qui avaient des idées, qui voulaient les pousser. Même des fois, ça pouvait jouer du coude entre nous un peu à l'occasion aussi. Puis, tu as des gens aussi là-dedans qui ont eu des carrières très longues dans le show business. On parle d'Alain avec le festival de jazz, Denise McCann aussi avec Spectra, Yves Savoie qui est devenu un super sonoriste de spectacle pour plusieurs artistes du Québec, Michel Blais qui a travaillé Cirque du Soleil, etc. Donc, ça a été un peu, pour plusieurs d'entre nous, une espèce de pépinière. Écoute, nous autres, on a vraiment appris à la dure, là. C'était pas facile. C'était pas donné. Il y avait rien de donné, il y avait rien de... C'était à chaque spectacle, on risquait le naufrage, là. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Tu sais, on n'a Ouais. jamais eu de... À cette époque-là, il faut le dire aussi, tu sais, il n'y avait pas de subvention ministérielle puis des gouvernements pour le type de projet qu'on avait. Alors, c'est sûr que... Puis les banques, écoute, ils ne voulaient pas prêter à des marginaux hippies qui faisaient des spectacles, donc ils connaissaient pas les artistes et tout ça. Donc, il fallait se débrouiller avec les moyens du bord et j'en parle beaucoup dans le livre, un peu des fois, les organisations qu'on pouvait monter pour, écoute, financer un spectacle de Pink Floyd à Montréal avec la prévente des billets de Québec, peut-être qu'on aurait à des... etc. Donc, c'était comme un peu... c'était le début, hein. On va le dire comme ça. C'était le début un peu du rock aussi au Québec, parce que ça faisait pas longtemps qu'il y avait des gros spectacles au Forum quand on a commencé en 1970. Et mais nous, on n'avait pas l'infrastructure du Forum pour supporter les spectacles qu'on faisait, qu'on organisait. Donc, il fallait être imaginatif, puis il fallait manger beaucoup de sandwich au beurre de pinot, puis des fois se priver un peu pour s'assurer que on pouvait payer de la bière backstage. Ouais, c'était Ça un peu est un ça. des passages du livre qui m'a beaucoup marqué et qui va sûrement marquer beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose au métier de producteur. C'est quand vous dites, si on ne remplit pas 80% de la salle à soir, avec Pink Floyd, on ne fera pas nos frais. Imaginez, c'est incroyable. Vous faites venir, bon, aujourd'hui, c'est sûr que c'est des légendes. Dans le temps, ça l'était moins un petit peu, mais vous faites venir un groupe qui est quand même assez connu. Puis, vous dites que si vous ne remplissez pas la salle au complet, vous ne ferez pas beaucoup de profit. Il faut vraiment faire ça par passion, Michel. C'est Ouais, incroyable, là. faut être un petit peu, faut être un petit peu, faut pas trop avoir les pieds sur la terre, ouais, c'est sûr. Mais je pense que c'est une caractéristique de beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine des arts, puis dans le domaine de la musique et d'autres domaines comme ça. Maintenant, ben, c'est sûr qu'ils ont un support un petit peu plus au niveau de l'État, puis tout ça qui permet d'assurer une espèce de stabilité au départ. Après ça, ben, on peut se permettre de risquer un peu. Mais nous, quand on a fait ça, ça n'existait pas. Alors, c'était comme, ben, vous êtes une entreprise privée, puis débrouillez-vous. Mais nous autres, on voulait pas être une entreprise privée. On voulait voir les groupes qu'on aimait. Puis on s'est dit, ben, la seule façon, c'est de les faire venir. Et après ça, ben, maintenant, ben, si on veut les refaire venir, ben, il faut au moins rentabiliser l'opération. Et c'était tout le temps ça, un peu une succession de on risque, on re-risque, bon, maintenant, qui a encore un peu d'argent, qui est capable de mettre un petit montant dans le pot. On est probablement la première compagnie qui a fait du financement par les fans. Ça, j'en parle un petit peu dans le livre. Ça. Oui. Alors, tu sais, donner 2 billets de promotion en échange d'un certain montant pour financer le spectacle. C'est sûr que c'était pas tellement recommandé au niveau en tant que impresario. Mettons que l'artiste
pouvaient peut-être un peu trouver ça un peu ordinaire, mais ça permettait d'amener du monde au spectacle, ça permettait de le faire aussi, tout simplement, de le présenter, ouais, c'est ça. Vous avez été non seulement précurseur de la production de spectacles, vous avez été précurseur du GoFundMe québécois aussi. Ben, c'est ça. Ah oui, on l'a fait quelques fois, mais à un moment donné, on pouvait plus, là, c'était trop compliqué, puis tout ça. Mais il y avait beaucoup d'imagination dans le groupe, c'est ça. Alors, chacun arrivait des fois avec une idée. Des fois, on en avait trop. C'était un peu exagéré. On poussait un peu la machine, des fois un petit peu trop loin. C'était question de caractère. Puis des fois, je me demande s'il n'y avait pas un peu, ben, regarde, Michel, hein, il y a eu cette idée-là. Là, on va en avoir une autre un petit peu plus flayée. Puis après ça, on pourrait peut-être en avoir une autre encore un petit peu plus. Alors, c'est ça. C'était, mais à travers tout ça, on a tellement appris de choses. Bon, oui, beaucoup de choses au niveau du spectacle, mais on a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur les autres, ça a été, pour nous, ça a été l'université de la vie, hein, cette histoire-là. Ça a duré 6 ans et on n'a pas eu de diplôme, mais on a eu, en fait, notre diplôme, ça a été qu'on a présenté des artistes qui seraient probablement venus à un moment donné aussi jouer ici, mais peut-être 2, 3, 4, 5 ans plus tard. C'est ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre, c'est que vous répétez souvent que vous n'aviez pas la prétention d'être des gens d'affaires. Vous étiez des passionnés qui vouliez offrir, partager la musique que vous aimiez avec le public d'ici. C'était vraiment un coup de cœur que vous aviez et vous vouliez juste le partager. Ouais. Ça, c'est quelque chose un petit peu qui manque dans notre société, où l'appât du gain est plus important que la simple passion que vous aviez. Je ne sais pas, peut-être, mais c'est difficile à dire. Les comparaisons, des fois, c'est pas toujours évident. C'est de 70 à 65. C'est ça. Écoute, c'était une autre époque. Le gaz coûtait 15 cents le gallon. La vie était moins chère, peut-être moins difficile. Le billet était à 5 $. Le billet, oui, 3 piastres et demi des fois, 2 piastres le premier spectacle. Mais ce qu'il faut dire aussi, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a le plus frappé durant ces années-là, c'est qu'il y avait ici un terreau d'amateurs de musique, de connaisseurs de musique, de passionnés de musique. Puis si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'il y avait un public. S'il n'y avait pas eu de public, ça aurait été fini, puis assez rapidement, merci, là, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des salles à moitié remplies, c'est sûr qu'on crachait. Donc ça, il faut le dire. Puis il y avait des talents musiciens aussi, puis en fait, je pense que le Québec, toutes les villes du Québec avaient des bons musiciens, puis qu'on a présenté aussi quand on a pu le faire en première partie de beaucoup de groupes qu'on a fait venir. Puis c'est sûr que je pense que cet amour-là de la musique, ouais, nous on l'avait, mais il y avait un paquet de jeunes de notre âge, un petit peu plus jeunes, qui l'avaient aussi. Puis finalement, ça a été une espèce de connexion qui s'est faite. Nous, on était les gens qui étaient assez fous pour dire ben, on va aller à Londres, puis on va aller voir si le gérant de Genesis aimerait ça venir au Québec. C'est où le Québec? C'est quoi cette histoire-là? Mais ça a marché? Ça a marché. Ouais, il y a des trucs qui ont vraiment marché, puis j'avoue que des fois, on s'en parlait, puis on disait on comprenait même des fois, on comprenait pas pourquoi ça avait marché. On disait, mais écoute, ces gens-là aussi, ils avaient besoin d'espoir, ils avaient besoin de rêve. Et nous, ben, on arrivait, puis on dit, écoute, vous êtes aimés quelque part. Il y a assez de gens pour remplir votre salle de spectacle. Puis quand Genesis sont rentrés au Grand Théâtre la première fois, là, ils ne croyaient pas ça, là, que c'était plein. Là.
1800 places, là, pas des billets de promotion donnés par la compagnie de disques, là, des vrais billets achetés par des fans. Tu sais, pour le groupe, là, c'est comme c'est un témoignage d'appréciation. Puis ça, nous, on était contents de ça. Peut-être plus encore que de la salle pleine. C'était comme en voulant dire, mais regardez, là, vous êtes vraiment pas déplacés pour rien. Puis c'était ça. En fait, l'histoire de Cosmos, c'est ça. C'est une espèce d'histoire d'amour. Nous, on a été un peu les entre deux, entre les groupes, puis les amateurs, les connaisseurs. Moi, je dirais plus que des amateurs, vraiment des connaisseurs de musique du Québec. Ouais. De Têteux, quoi est-ce puis oui. de quoi est-ce que vous vous ennuyez le plus de cette époque-là, sans tomber dans la grosse nostalgie ce soir, Oh, là? ouais. Mais Ben, écoute, c'est sûr que, honnêtement, là, moi, j'ai fait tous les spectacles de Cosmos en arrière de la scène, OK, ou sur le côté. Je regardais pas les spectacles. Ouais. Puis, j'étais dans les coulisses. J'étais, bon, à côté du road manager ou à côté du technicien d'éclairage ou quand les consoles étaient en arrière. Quand il n'y avait pas de console en arrière, j'étais là pareil. Puis, ce côté un peu mystérieux, c'est de voir le spectacle d'une autre façon parce que là, tu vois vraiment euh, les choses qui marchent. Tu vois aussi les choses qui ne marchent pas. Tu vois le non-dit entre les musiciens, le non-dit entre les techniciens, etc. Puis moi, ben, c'est sûr que ça, je trouvais ça très intéressant, très captivant. C'était dur, par exemple, parce que ça demandait une attention de toutes les secondes, parce que tu savais que tu pouvais te faire demander euh, quelque chose rapidement là, pour régler un petit problème qu'il pouvait avoir quelque part au niveau de la production. Ça pouvait être n'importe quoi, un fil qui risquait de se briser, un truc qui pouvait décrocher quelque part. Parce que, écoute, le spectacle, c'est toujours, surtout à cette époque-là, c'était tellement, ça tenait à roulette à roulette de duct tape, là, tu sais, tout ça, là, tu sais, puis à un moment donné, là, les vibrations, et tout le truc, ça pouvait lâcher un peu n'importe quand. Et ça, c'était vraiment intéressant. Puis, je te dirais, c'est probablement cette partie-là qui est au niveau du spectacle lui-même. Puis, c'est sûr que le contact un peu avec l'équipe. Moi, j'étais beaucoup en contact avec les roadies, les gars qui s'occupaient de la technique, puis tout ça. Puis, c'était toujours assez comique. On avait toujours on finissait toujours par manger une pizza froide à 7h moins quart à toutes les shows. Mais elle était bonne pareil parce que on était contents, ça allait marcher, tout vous était. aviez travaillé fort pour en tabarouette, en tout cas. On avait réglé les gros problèmes puis tout ça, mais c'est ça. Mais c'est sûr que d'autres, ben, auraient d'autres. Ben, bon, la partie groupe, commune, travail d'équipe, euh, je l'ai transposé ailleurs. Je l'ai transposé dans mon centre de formation professionnelle. Je l'ai transposé dans le graphisme à travers les Olympiades de la formation professionnelle, les compétitions mondiales, puis tout ça. Donc ça, puis je vous dirais que ce, cette expérience-là du spectacle m'a aidé beaucoup, même dans l'enseignement, puis dans le reste de ma vie, parce que tu sais que tu peux toujours te débrouiller, peu importe les situations. Tu vas trouver quelque part en arrière là, un espèce de petit regarde, on va régler ce problème. Moi, j'ai jamais été en panique dans ma classe ou dans des trucs parce que quelque chose ne fonctionnait pas. Je l'avais tellement vécu en spectacle, je savais qu'il y avait toujours une solution. Puis ça, ben, je l'ai gardé par contre, ce côté-là, ce côté un peu débrouillons-nous, trouvons un plan B, puis si c'est pas le B, ben on va prendre le C, puis ça va faire. Quelle belle école de vie, hein? Ouais, Quelle oui, belle on école. a été chanceux en quelque part de pouvoir faire ça. En même temps, ben on le méritait parce que on comptait pas nos heures. S'il avait fallu qu'on exige une paye ou
un rendement à l'heure, c'était terminé. C'est ça. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis content de vos commentaires parce que l'histoire de Cosmos, ben, je pense qu'elle devait être connue. Elle devait être parce que ça fait partie de l'histoire de beaucoup de gens. Puis c'est des commentaires que j'ai eu de beaucoup de gens aussi qui m'ont parlé puis qui ont dit ben tu sais, on s'en rappelle de tout ça. Puis il y a beaucoup de jeunes, puis des plus jeunes que vous, hein, qui m'ont dit hey, on savait pas ça, on savait pas ça, on savait pas ça. On a appris plein de choses. Puis ça, ben, je me dis, ben, écoute, à mon âge, il fallait le faire là. Je ne l'aurais pas fait dans 10 ans, je pense pas, là, parce que les souvenirs auraient été trop loin. Ouais. Les dernières fois que je suis allé voir le groupe Musical Box qui rend hommage à Genesis, j'ai vu des spectateurs de votre âge qui avaient l'air, ils ressemblaient à des gamins. Et puis je me disais, ces gars-là, ces femmes-là, ils ont vu les premiers spectacles de ces groupes-là au Québec. Et 40 ans, 50 ans plus tard, ils retournent avec autant de plaisir, autant de bonheur. Puis quand j'ai lu votre livre, je me suis rendu compte que c'était un petit peu grâce à vous que ces gens-là avaient connu ces groupes-là. Donc, pour moi, ça boucle la boucle. Tu sais. Vous n'êtes pas un historien, mais vous faites partie un petit peu de l'histoire culturelle du Québec grâce à ça. Donc, merci et bravo pour ça, Michel. Ben, je vous remercie, puis je suis content que les gens apprécient, puis je suis très content pour tous mes collègues aussi qui ont vécu ça avec moi, puis qui m'ont encouragé aussi à faire le livre, à écrire ça, puis à le publier surtout, parce que ça, c'était plus compliqué un peu. Ouais. C'est pas facile, le monde de l'édition, mais regardez, accoucher d'un livre, c'est comme accoucher d'un spectacle, hein. À quelque part, t'as des hauts, des bas, c'est un travail d'équipe, c'est pas toujours facile, t'espères qu'à la fin, tu vas faire une scène, si t'en fais 2, t'es super content, mais à quelque part, c'est la passion, puis je pense que de la façon dont vous l'avez raconté, vous l'avez pas raconté comme un journaliste, vous l'avez pas raconté comme un best-seller, vous l'avez raconté comme Michel Maltais. Et c'est comme ça que je l'ai lu et c'est comme ça que je l'ai apprécié. Ben, je vous remercie beaucoup. Ouais. Bravo et félicitations. Puis en espérant que ça va donner le goût à des plus jeunes de découvrir cette époque-là et tous les beaux trésors qui en sont sortis. Parce que ça va toujours être bon. Je pense que ça va toujours être bon, cette musique-là. Absolument. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été vraiment un plaisir. Plaisir, Michel, puis félicitations. Peut-être à une prochaine dans l'Outaouais ou ailleurs. Puis les prochaines fois que je vais écouter Nursery Crime, je vais penser à vous. Oui, j'espère. Parfait. Au revoir. Au revoir.